Nous allons évoquer ce soir 3 sujets avec notre invité. On parlera du Bénin. Les législatives Nicéphore Soglo et Yahibouni manifestent contre l'exclusion de l'opposition en Iran, en Algérie, où la rue maintient toujours le cap. Et puis, nous parlerons de ce sommet d'urgence de l'Union africaine au Caire sur le Soudan et la Libye. Ce sera avec Maître Éric Emmanuel Sosa, avocat au barreau du Togo. Bonsoir, Maître Sosa. Bonsoir, Samuel. 2 anciens présidents du Bénin se sont rendus vendredi dans le plus grand marché du pays à Cotonou pour appeler la population à se mobiliser contre l'exclusion de l'opposition des législatives prévues le 28 avril. Nicéphore Soglo, qui a dirigé le pays de 91 à 96, et Yahibouni, qui l'a dirigé de 2006 à 2016, ont été accueillis au marché d'Antopa par une foule en liesse de vendeuses, de sympathisants et de conducteurs de taxi-moto. Avec le soutien de ces dinosaures, nous irons loin et la lutte pour la défense de la démocratie ne fait que commencer, à lancer un chauffeur de taxi-moto au milieu de la foule. Maître Sosa, est-ce que c'est bien séant de voir des anciens chefs d'État descendre ainsi dans les rues pour appeler, disons-le en quelque sorte, les populations à se dresser contre l'exclusion de l'opposition des élections législatives? Mais vous l'avez dit vous-même, est-ce que c'est bien séant? Je ne pense pas que ce soit assez digne de la fonction qu'ils ont occupée, et surtout quand on voit leur âge aujourd'hui, ils devraient être normalement les pacificateurs. Et malheureusement, on les retrouve dans le rôle de boute-feu, et c'est un peu malheureux de constater que, après avoir quitté le pouvoir, ils ont tous eu des mérites certains. Ils continuent toujours avec la même hargne de manipuler la population et de jouer sur les sentiments. De quoi s'agit-il? Quand le président en exercice, Patrice Talon, a constaté qu'il y avait potentiellement une crise politique, si l'opposition n'était pas présente aux élections, qu'a-t-il fait? Il a convoqué une commission dirigée par le président de l'Assemblée nationale, un certain Adrien Mbedi, qui n'est pas connu pour être un partisan de Talon. Et la commission que Mbedi a mis en place n'a pas réussi à, faire émerger le consensus. Et finalement, les opposants ont préféré attaquer le processus même devant la Cour constitutionnelle, qui a fini par les débouter en considérant que des élections qui se passent sans l'opposition n'étaient pas anticonstitutionnelles, parce que le problème qu'il y avait, c'est qu'il y a un code électoral et une charte des partis qui ont été approuvés par l'ensemble de la classe politique. Un code électoral, pardon quand même de le dire, ce n'est pas le président de la République qui le vote, ce n'est pas lui qui l'édicte, c'est un acte législatif qui a reçu l'onction parlementaire. Alors, si le code électoral a prévu des dispositions qui aujourd'hui empêchent l'opposition d'être candidat, l'opposition n'a qu'à s'en prendre à elle-même. C'est son autodiscipline qu'elle n'a pas faite qui fait que aujourd'hui elle se trouve à empêcher de se présenter. Alors que d'anciens présidents devenus opposants, eux aussi, viennent attiser le feu de la démagogie et du populisme, c'est regrettable. Honnêtement, c'est regrettable parce que le respect, l'estime dans lequel je pense, il faut toujours maintenir aussi bien le président Yahibouni que son devancier, Nicéphore Soglo, m'empêche de faire des commentaires désobligeants. Mais sincèrement, c'est regrettable. Mais pour dire le moins. Au même moment, il faut reconnaître que en 30 ans de processus démocratique dans ce pays, c'est la première fois qu'on va avoir une élection où il y a 2 blocs du même camp. C'est un peu un match amical. À quoi c'est dû? Il faut à chaque fois mettre les choses à leur place et un peu de bon sens au-dessus de tout. Quand on a dit que désormais les partis politiques, pour présenter des candidats, devront eux-mêmes avoir une certaine configuration, et répondre à des normes, et notamment présenter un certificat de conformité. Ils l'ont accepté. Ils ont accepté la règle du jeu.
n'est-ce pas? Et le moment venu, ils étaient en défaut de présenter tous les éléments nécessaires qui valident leur candidature. Et ils viennent dire que c'est la dictature, qu'aujourd'hui, les seuls partis qui sont présents sont des partis, vous l'avez dit tout à l'heure, des partis acquis à la majorité présidentielle, et que ce sera un match amical. Mais ce n'est pas pour autant anticonstitutionnel. Bien sûr, mais le fait est que beaucoup trouvaient en talent quelqu'un qui animait cette volonté de modifier la Constitution. Il en a été empêché par l'opposition pendant longtemps. Et il a tout fait justement pour se débarrasser de cette opposition-là. Mais écoutez, la Constitution, la Constitution béninoise ne connaît pas d'opposition. Dans la Constitution, dites-moi où il est marqué opposition. Il n'y a pas. On dit les partis politiques, d'accord, concourent à la vitalité de la démocratie et à l'animation de la République. Donc, de la vie publique. Donc, à partir de ce moment-là, un parti politique en vaut un autre. Mais qu'il soit d'opposition ou pas. Opposition, c'est une sensibilité. La curiosité, juridiquement, ça n'a aucune espèce de validité. La curiosité dans le Bénin actuel, c'est que tous ces grands partis, que ce soit le parti de Rungweji, de Soglo, de Yaïboni et autres, n'ont pas réussi à se mettre dans les règles. Et il n'y a que deux qui, curieusement, sont des partis se réclamant de la majorité qui a réussi à le faire. Je veux bien qu'on me dise qu'on a complaisamment donné le sésame. C'est ce qu'ils disent, en tout cas. Complaisamment donné le sésame à des partis amis. D'accord. Maintenant, qu'on nous dise exactement en quoi ils ont été incapables d'être conformes. Je pense que c'est plutôt de ce côté-là que le débat devrait se porter pour qu'on parle techniquement des raisons pour lesquelles ils ont été infoutus de produire un certificat de conformité. Et pourquoi ils n'étaient pas conformes, ou leur dossier n'était pas conforme. Qu'on parle de ça, plutôt que de la sensiblerie, de dire depuis 30 ans, il n'y a jamais eu d'élection sans opposition. Mais l'opposition n'est pas une donnée constitutionnelle. Non. Vous comprenez? C'est-à-dire que la vie politique, c'est vrai, elle se passe dans une forme de bipolarisation. D'accord. Il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre quelqu'un. Mais on ne fait pas la République contre quelqu'un. D'accord? À la limite, on l'a fait avec quelqu'un. Mais contre quelqu'un, non. Et actuellement, et je suis au regret de constater que des grands bonhommes comme Nicéphore Soglo et Aïboni sont en train de verser dans une pure démagogie. Mais au-delà de tout, également, parce que beaucoup aujourd'hui commencent par parler de crise politique au Bénin. Il y a crise, effectivement. Il faut justement peut-être que le président de la République se ravise et se demande qu'est-ce que je fais pour décanter la situation. Alors, vous voyez, ça aussi, ça fait partie de la question. Et vous voyez, on rentre encore dans le schéma de l'immaturité démocratique en Afrique. Il y a un problème de ce genre, et la première personne à qui on s'adresse, c'est le président de la République. On parle de faire les élections législatives. On parle de séparation des pouvoirs, qui est consacrée par la Constitution. Et maintenant, pour les élections législatives, on veut que le président détienne la clé de l'apaisement. En faisant quoi? En reportant les élections. C'est à lui de les organiser? Est-ce que l'organisation des élections revient au président de la République? Est-ce que ça fait partie de ses prérogatives constitutionnelles? Mais c'est lui qui convoque le corps électoral et qui peut décider par simple ordonnance de différer la date des élections. Alors, est-ce que différer, ils seront plus conformes? Oui, justement. Est-ce que différer, ils seront plus même conformes? peut-être une autre ordonnance qui suspende ces pièces qui posent des problèmes aujourd'hui. Mais attendez, il n'est pas question à chaque fois, vous voyez, de faire des coups de canif dans la Constitution pour complaire à telle ou telle sensibilité. Il s'agit d'appliquer la Constitution, rien que la Constitution et toute la Constitution. Vous voyez, qu'elle soit béninoise, congolaise, togolaise ou de quelque nationalité que ce soit. La Constitution, c'est la loi mère. On l'applique dans sa totalité. On ne va pas dire, parce qu'un tel est en retard, il n'a pas réussi. Attendez, si tous les cancres démocratiques doivent avoir à chaque fois une séance de rattrapage, mais à ce moment-là, ce n'est pas la peine de faire des constitutions. Non. Une constitution, c'est une règle du jeu qu'il faut respecter à la lettre. Point final. Là, dans le cas béninois, pour une fois, on la respecte à la lettre. Et on vient dire, le président n'a qu'à suspendre la Constitution ou faire en sorte que, par des convenances
totalement politicienne, on suspend la Constitution un temps pour permettre à des cancres de se mettre à jour. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Pardonnez-moi de dire ça comme ça, mais je ne comprends pas pourquoi, à chaque fois, nos oppositions africaines tombent toujours dans le piège de leur propre incapacité à se conformer et à jouer le jeu politique, et maintenant cherchent des solutions politiques alors qu'il s'agit de juridisme. Parfois, on fait du juridisme stérile, c'est vrai, mais on cherche trop souvent, des consensus un peu aberrants. Et là-dessus, quand même, je trouve que c'est faire mauvais procès à Patrice Talon que d'exiger de lui de suspendre la Constitution pour qu'on trouve un consensus. Et à la limite, ce qui a été prévu dans le code électoral, on l'abandonne pour permettre à des gens d'être contents. Mais non, la démocratie, ce n'est pas ça. Ça ne devrait pas être ça. Nous passons maintenant au second sujet, c'est l'Algérie. Des milliers d'étudiants ont défilé à nouveau donc ce mardi à Alger, réclamant le départ du système au pouvoir et le jugement du gang de personnalités liées au président déchu Abdelaziz Bouteflika. Cette manifestation a lieu alors que de puissants hommes d'affaires, dont certains très proches de l'ex-président, ont été arrêtés entre dimanche et lundi, selon des médias officiels algériens. Au cri de système dégage, slogan fétiche des manifestants en Algérie, les étudiants se sont rassemblés comme chaque mardi depuis le début de la contestation le 22 février dernier. Finalement, M. Sosa ne comprend plus trop bien les Algériens parce que ils ont demandé le départ, enfin que le renoncement à un 5e mandat, ça a été obtenu. Au mieux, Bouteflika est parti. Maintenant, on applique la solution constitutionnelle et la rue ne semble pas s'en contenter. Eh bien, vous voyez, là aussi, on est à peu près dans le même cas de figure, hein, où finalement, c'est l'armée qui rappelle le bon ordre et la bonne règle, c'est-à-dire la Constitution. Alors, écoutez, ils veulent une solution inconstitutionnelle. Mais qui est en charge de la donner? À qui ils réclament la solution inconstitutionnelle? À qui? La Constitution a prévu, en cas de vacance du pouvoir, qu'il y ait un intérim qui soit assuré par le président du Sénat. Ben Salah remplit le rôle pour une durée constitutionnellement limitée, pendant laquelle il faut organiser des élections. C'est ce qu'il est en train de faire. Et on dit non, on ne veut pas non plus. C'est-à-dire, on est dans un dégagisme stérile et c'est de la pure démagogie. À un moment donné, on n'arrive plus à les suivre. Ils ont fait un sans faute jusqu'à présent et maintenant, c'est en train de dégénérer dans une démagogie totalement écervelée. Bon, c'est vrai, enfin, la foule n'a pas de tête. Parfois, elle n'a pas de bouche non plus. Mais il faut au moins qu'elle ait une petite oreille. Mais ce qu'on est en train de dire est simple. Écoutez, la solution, à mon avis, la plus adéquate serait de dire, ok, très bien, on a convoqué une réunion pour créer l'instance de surveillance des élections. Mais participez-y et mettez-y des gens qui sont capables d'incarner vos revendications et de les défendre au sein de cette instance pour que vous ayez des élections transparentes. Alors, au moins faites ça. Bon. Et ensuite, assurez-vous d'avoir des candidats qui vous conviennent et élisez-les massivement. Là, tout est réglé. Vous aurez eu la totalité de ce que vous voulez, c'est-à-dire le système Bouteflika et le système FLN complètement balayé à travers des élections démocratiquement organisées et que vous avez pu surveiller. Ils disent non, on ne veut pas ça. On va donner quoi? À qui? À qui? Il y a même pas, les partis d'opposition n'assument même pas leur rôle. Ils laissent la foule décider. Justement, est-ce que c'est pas ça le danger? Et on dit c'est le peuple. Non, la foule, c'est pas le peuple. Est-ce que c'est pas justement ça le danger? Parce que celui qui va oser dire aujourd'hui, surtout parti d'opposition, attention, vous allez dans une mauvaise direction, sera pris comme traître du peuple. Eh bien, c'est ça le problème du courage en politique. Le courage en politique, il implique d'abord d'avoir le courage de dire la vérité. Et il implique aussi d'assumer la part de pédagogie
que renferme le fait d'être leader politique et d'aspirer à diriger. Un dirigeant qui n'a pas de pédagogie dans la prise de décision sera un mauvais dirigeant parce qu'il sera toujours incompris. Le politique ne se mettra jamais à dos le peuple non plus. Mais attendez, mais c'est ça le problème. C'est qu'on fait toujours de l'électoralisme. Et c'est mauvais. Parce que, vous voyez, c'est-à-dire brosser le peuple dans le sens du poil à chaque fois, ben, ça donne, oui, de bons résultats au moment du scrutin. Mais ça fait que à la fin, vous avez du mal à gouverner. Regardez ce qui est en train d'arriver à M. Macron. Est-ce que quelque part, les gilets jaunes, il ne les a pas un peu cherchés? Il n'a pas chatouillé un peu trop le peuple dans le sens du poil? Faut se poser la question. Alors, on aura ça tout le temps. Est-ce que le jeu démocratique, c'est ça? C'est-à-dire que vous élisez des gens pour leur confier un mandat, et à mi-mandat, vous les conspuez, vous voulez à toute force les faire dégager, et on va mettre d'autres à la place qui vont tout faire pour vous complaire également. Et puis, 2 semaines après, vous revenez en disant non, on n'en veut pas non plus. Non. Diriger, ça veut dire assumer le risque de déplaire. Mais Maître Sosa, n'êtes-vous pas en train de remettre en cause la souveraineté du peuple? Oh là là, ça, vous voyez, c'est exactement la bonne façon d'enfoncer les portes ouvertes. Mais la souveraineté du peuple, elle s'exerce comment? On a décidé que le type démocratique, le modèle démocratique sera représentatif. C'est la souveraineté du peuple. Si ça veut dire aller consulter la rue à chaque fois pour prendre des décisions, alors franchement, de quel peuple on parle? Pendant qu'il y en a qui sont dans la rue, il y en a qui sont dans leur appartement et qui regardent ceux qui sont dans la rue. Alors, quand vous avez pris connaissance des desiderata de ceux qui sont dans la rue, vous attendez de les valider en allant consulter ceux qui ne sont pas sortis? Non. La démagogie, c'est une chose. La rue n'est pas le peuple. Il faut toujours avoir ça présent à l'esprit. La rue n'est pas le peuple. Pendant qu'il y en a qui sont dans la rue, d'autres sont en train de vaquer à leurs occupations. Alors, il ne faut pas, à chaque fois, quand on dit il y en a qui sont dans la rue, c'est à eux qu'appartient le monopole de la revendication populaire. Non. Ce n'est pas comme ça que la démocratie se conçoit. Troisième sujet, 2 sommets africains se sont tenus ce mardi au Caire sous la houlette du chef de l'État égyptien, le maréchal Abdel Fattah al-Sisi, président en exercice de l'Union africaine, pour évoquer en urgence les crises au Soudan et en Libye. Il s'agit des premières réunions de dirigeants africains à ce niveau sur ces 2 pays où les troubles font craindre un dérapage. Selon un communiqué de la présidence égyptienne lundi, M. Sisi recevra ses homologues du Tchad, du Djibouti, du Rwanda, du Congo-Brazza, de Somalie et d'Afrique du Sud pour parler du Soudan. Et puis un autre sommet donc sur la Libye s'est également tenu aujourd'hui. Et mettre ça sur le Soudan, l'Union africaine a sommé le conseil militaire de tout faire pour que la transition n'excède pas 3 mois. Bon, et si elle devait excéder 3 mois, que ferait l'Union africaine? Vous voyez, c'est-à-dire que là encore, tu vois, on fait des raminagrobis. Mais non, ils font pas peur à ce comité militaire, à la junte, non, pas du tout. Mais il ne s'agit pas de lancer des oukases. Il faut comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qu'ils ont fait lorsque Al-Bashir jouait les prolongations pendant 30 ans? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'étaient pas au courant de ce qui se passait au Darfour. Qu'est-ce que l'Union africaine a fait au Darfour? Où était l'Union africaine lorsque la partition du Soudan a été accomplie et que le Soudan du Sud est sorti des cendres de ce pays, qu'on a déchiré, qu'on a mis en lambeaux? L'Union africaine a fait quoi? Qu'est-ce que l'Union africaine a fait lorsqu'il y avait une guerre civile et que le régime de Al-Bashir suppliciait les populations du Sud? Elle a fait quoi? Alors aujourd'hui, elle a beau jeu de venir dire « Ah ben on vous somme, on vous donne 3 mois ». Bah écoutez, j'aimerais bien savoir quel est l'écho que cet ultimatum aura. Mais en tout cas, ceux qui méritent, enfin ceux qui maîtrisent aujourd'hui la règle du jeu à Khartoum, ont en tout cas le jeu en main. C'est à eux
de distribuer les cartes. Et même cette position qu'adopte l'Union africaine ce mardi tranche avec la position qu'elle avait prise il y a quelques jours, qui demandait à la jeune de rendre le pouvoir sous quinzaine au risque d'exclusion. Mais oui, mais à qui il va en rendre le pouvoir? Mais non, mais vous voyez, c'est ça aussi. Nous avons une institution qui, à chaque fois, est anachronique et prend des décisions comme ça de façon hiératique. Hein, on est dans cette espèce de dogme anti-coup d'État. Et donc, dès l'instant que ce sont des militaires, alors il faut rendre le pouvoir aux civils. À quel civil? Mais non, mais attendez, à quel civil? À ce moment-là, qui désigne leurs chouchous, qui nous disent qui, à leurs yeux, devrait normalement recevoir le pouvoir des mains des militaires? Non, mais c'est extraordinaire. Mais au même moment, on accuserait l'Union africaine d'être passive si elle ne disait rien non plus. Ah ben, il ne s'agit pas, pour dire quelque chose, de dire n'importe quoi. Il faut dire des choses sensées. Au moins, pour se faire respecter, disons des choses sensées. Mais pas comme ça, faire des sorties pour dire bon, mais l'Union africaine a parlé. C'est pas de ça qu'on a besoin. Il y a quand même un protocole de l'Union africaine qui est contre les coups d'État et au grand jamais on ne la verra. Alors, son Conseil paix et sécurité avaliser un coup d'État. Le premier qui va dire que ce qui s'est passé au Soudan est un coup d'État est un hypocrite de la pire espèce. Attendez, le peuple était dans la rue en train de réclamer le départ de Al-Béchir. Il avait du mal à se décider. L'armée l'a aidé à sortir. En faisant quoi? En remplissant la mission que le peuple voulait que quelqu'un remplisse. Puisqu'il ne le fait pas spontanément, l'armée a été obligée de le contraindre à le faire. Mais pour une fois, on devrait dire bravo à l'armée d'être rangée du côté du peuple. Et on vient dire, parce que c'est des militaires, alors ils sont indignes. C'est pas cette façon de considérer la chose politique tout le temps. Non. Alors attention, on va dire on fait l'apologie du coup d'État. Et ce qui s'est passé au Soudan, dites-moi, l'Afrique nous a habitués à d'autres formes de coup d'État, à d'autres dépossessions du pouvoir par les militaires. Est-ce qu'au Soudan, c'est ce qui s'est passé? On avait un président honni, un régime complètement agonisant, et qui jouait les prolongations. Par une chiquenaude, l'armée a décidé de remplir la mission que le peuple attendait qu'elle remplisse. Parce que quand même, le premier rôle de l'armée, c'est de protéger, on ne le dit pas en vain, de protéger la nation, les populations. Quand les populations ont une revendication qui, pour une fois, est légitime, et que l'armée aide à ce que la revendication populaire soit respectée, est-ce qu'on va dire que c'est un coup d'État et que c'est illégal? Non, je ne pense pas qu'au Soudan, ce qui s'est passé soit un coup d'État dans le genre que la morale internationale réprouve. Et puis, sur la Libye, vous pensez que l'Union africaine aura bonne fortune? Écoutez, en tout cas, on peut lui souhaiter de réussir cette fois-ci. Pour une fois, bon, elle s'est sentie concernée par une situation qui appelait à une intervention urgente. Bon, il n'est jamais trop tard. Mais espérons qu'au moins elle prenne des résolutions concrètes et que elle se donne les moyens aussi de les faire appliquer correctement. Comme contraindre Haftar à déposer les armes? Écoutez, on peut toujours rêver. Le contraindre comment? Toute la question. Et vous savez, l'ambition dont on n'a pas les moyens est un crime. Alors il ne faut pas qu'il foute le bazar en allant demander n'importe quoi. Maître Sosa, merci d'avoir répondu à nos questions. On va marquer maintenant la pause. Après, on revient. C'est Regards croisés.